Le froid du matin français me collait encore aux os, même dans l'effervescence de l'aéroport Charles de Gaulle. Un froid qui n'avait rien à voir avec l'air de novembre, mais tout à voir avec le vide qui grandissait en moi. Il disait « Reste dans le salon de l'aéroport, grand-mère, on reviendra te chercher après l'enregistrement. » Un murmure de gentillesse, un gant de velours dissimulant le tranchant d'une lame. Mais je savais. Il me racontait des histoires de grands voyages. Des vacances dans le sud de la France, le parfum de la lavande et l'air salin. Les marchés de Noël à Strasbourg, le scintillement des lumières se reflétant dans le vin chaud. Mon fils, Antoine. Ma belle-fille, Sophie. Il peignait des tableaux avec des mots, vibrants et pleins de promesses. Des promesses qui semblaient toujours hors de portée, comme un papillon qu'on voit sans jamais vraiment attraper. Le voyage à Hawaï. Leur grande surprise. Un cadeau, comme ils l'appelaient. Un geste. J'ai fait ma petite valise avec la même précision minutieuse que j'avais utilisée pendant 77 ans. Chaque article plié, lissé, une vie d'habitude tranquille. Antoine était venu me chercher dans mon petit appartement silencieux du 13e arrondissement, celui où la lumière parisienne peinait à se frayer un chemin à travers la densité des immeubles. Sophie était dans la voiture, son sourire éclatant, presque trop éclatant. Une couche de rouge à lèvres fraîches, un nouveau foulard en soie. Toujours parfaite, Sophie. Toujours posée. Un instant, maman, avait dit Antoine en me guidant vers le salon feutré et silencieux. La file d'attente à l'enregistrement est terriblement longue. Détendez-vous ici. On revient tout de suite. Les mots flottaient dans l'air, doux et légers, comme le léger parfum de Sophie. Chanel numéro 5, toujours. Un classique, disait-elle. Fiable. Contrairement à moi. Je les ai regardés s'éloigner. Antoine, grand, les épaules larges, une silhouette solide se détachant sur les lumières vives de l'aéroport. Sophie, la main dans le creux de son bras, son rire, un carillon qui portait même par-dessus le murmure de la foule. Ils tournèrent au coin d'une rue et disparurent dans le flot des voyageurs. Comme ça. Le salon était un cocon de douceur. Des conversations feutrées, le tintement des verres, les annonces lointaines se transformant en un bourdonnement. Je trouvai un fauteuil confortable, le genre qui vous engloutit tout entier. Je posai mon petit sac à côté de moi, tel un chien fidèle. J'attendis. 1 heure. 2 heures. Le premier frisson d'excitation commença à se transformer en quelque chose de plus froid, de familier. Le nœud dans mon estomac, celui qui m'avait accompagné silencieusement pendant des décennies, se resserra. Je regardai l'élégante horloge numérique au-dessus du bar. Les minutes se transformèrent en heures, chacune étant une petite trahison délibérée. J'essayais de me raconter des histoires. Le trafic en route vers la porte d'embarquement. Un problème de bagages de dernière minute. Le perfectionnisme sans fin de Sophie, peut-être. Elle insistait pour avoir la place parfaite, le repas parfait. N'importe quoi pour expliquer le vide grandissant dans ma poitrine. Le salon devint plus silencieux. La lumière de l'après-midi s'adoucit, puis s'estompa dans la lueur tamisée du soir. Les quelques voyageurs restants préparaient leurs bagages, le visage marqué par la fatigue des longs voyages. J'étais une relique, un bagage oublié. 8 heures. Ce nombre me fit l'effet d'un coup dur. 8 heures de néant. 8 heures de croyance. 8 heures de la même gentillesse polie et dédaigneuse résonnant à mes oreilles. Mes mains, noueuses par l'âge, tremblaient tandis que je cherchais mon téléphone. Une batterie à plat. Bien sûr. Antoine avait toujours pris soin de mon téléphone, le chargeant, le mettant à jour. Il l'avait ce matin, n'est-ce pas? Juste un instant, pour ajouter quelques applications de voyage de dernière minute. Une petite manipulation discrète. Un schéma, je le voyais maintenant, tissé dans la trame même de nos vies. La prise de conscience s'imposa en moi, froide et lourde comme un brouillard parisien. Il ne reviendrait pas. Pas pour moi. Je n'étais pas un retard de dernière minute. J'étais le retard. Le fardeau. La vérité dérangeante qu'il voulait effacer. Le voyage à Hawaï n'était jamais pour moi. C'était une manière élégante et cruelle de me faire dériver. Un calme étrange s'installa. Pas un calme de paix, mais une clarté absolue. Le genre de clarté qui brise tout ce que vous pensiez savoir,
vous laissant avec des éclats de vérité vifs et brillants. Les murmures, les regards subtils, la façon dont il m'avait toujours fait me sentir comme un figurant dans la pièce de théâtre de ma propre vie. Ce n'était pas mon imagination. C'était réel. L'air du salon s'épaissit du non-dit. Le poids de leur absence pesait sur moi. Mais dans ce poids écrasant, quelque chose bougea. Une minuscule étincelle, comme un silex frappant la pierre, au plus profond, au plus sombre de moi. Une étincelle de quelque chose de féroce. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. Je me dirigeai vers le guichet, mes jambes étrangement légères, détachées de mon corps. La jeune femme derrière le comptoir, le visage fatigué, me regarda avec une question polie. « Un billet » dis-je d'une voix rauque, comme des feuilles sèches qui volent sur le trottoir. « Allez simple. Pour Portland. » Elle cligna des yeux. « Portland, Oregon, madame. »« Oui, » dis-je d'un ton ferme. « Portland. » Un endroit que j'avais visité une fois, il y a des décennies, avec mon défunt mari, Jean-Luc. Une conférence. Une ville verte, pluvieuse, d'une intensité tranquille qui m'avait toujours accompagné. Un endroit loin, très loin de la pierre ciselée de Paris, des attentes et des cruautés subtiles. Un endroit où personne ne connaissait mon nom, ni mon histoire, ni la honte silencieuse que je portais. Le trajet en avion fut flou. Un purgatoire d'air recyclé et de voix étouffées. J'observais les nuages, épais et blancs, comme une couverture tendue sur un monde troublé. Je pensais à mon appartement, désormais vide. Ma petite collection de livres. Les photos délavées sur la cheminée. La vie que j'avais soigneusement construite, morceau par morceau, qui venait d'être balayée par un seul mensonge poli. À Portland, la pluie était un rideau doux. Un murmure constant. Elle semblait purificatrice. J'ai trouvé une petite chambre miteuse à louer à la périphérie de la ville, grâce à un panneau d'affichage dans un café. Une seule pièce, un matelas fin par terre, une fenêtre donnant sur une ruelle ruisselante. Ce n'était rien, et c'était tout. C'était le mien. Ma colocataire, Agnès, était une force de la nature. Une femme au rire éclatant et au regard qui ne manquait de rien. Elle travaillait au restaurant du coin, son tablier toujours taché de farine, les cheveux tirés en arrière en un chignon désordonné. Elle me voyait vraiment, d'une manière que ma propre famille n'avait jamais eue. « Tu as besoin d'un travail, chérie » avait-elle dit d'une voix rauque mais gentille. Mon patron cherche toujours un coup de main au café. Des trucs simples. Nettoyer, mettre les tables. Et ainsi, je suis devenu employé de café. L'odeur du café, des viennoiseries chaudes, un baume réconfortant. Mes mains, habituées aux tâches délicates d'une ménagère française, récuraient maintenant les tables et astiquaient l'argenterie. Chaque tâche, chaque petit acte de travail physique, une reconquête provocante de moi-même. Je gagnais ma vie. Je n'étais pas dépendante. Je n'étais pas invisible. La douleur, cependant, était une ombre qui s'accrochait à moi. Surtout la nuit, lorsque les bruits de la ville s'estompaient et que le silence de ma petite chambre devenait immense. L'écho de leurs voix. Les soupirs impatients d'Antoine. Les critiques parfaitement formulées de Sophie, déguisées en conseils. « Maman, tu devrais vraiment envisager un mode de vie plus simple. »« Grand-mère, tes goûts sont un peu traditionnels, tu ne trouves pas ?» Ils m'ont rongé, morceau par morceau, jusqu'à ce que je ne sois plus qu'une coquille vide, faisant écho à leur jugement. Ils avaient transformé leur rôle en arme. Le fils aimant, la belle-fille dévouée. Ils ont utilisé leur position de confiance, leur sollicitude présumée, pour me dépouiller de ma dignité, de mon libre arbitre. Je me suis souvenu d'un été en Provence, il y a des décennies. Antoine était un garçon, tout en genoux et en coude, chassant les papillons dans un champ de tournesol. Il était tombé, s'était écorché le genou. Je l'avais soulevé, serré contre moi, embrassé la douleur. Il m'avait alors regardé avec tant d'adoration, tant de confiance. Où était passé ce garçon? Avait-il jamais vraiment été là, ou n'était-ce qu'un souvenir déformé par le temps, par mon besoin désespéré de croire en un lien qui n'avait jamais vraiment existé? Les trahisons ne se limitaient pas à l'aéroport. Elles étaient une vie de petites coupures. Leur façon de gérer mes finances, de prendre subtilement le contrôle,
de m'assurer que c'était pour mon bien. Leur façon de m'isoler de mes amis, toujours avec une excuse, toujours une raison commode pour ne pas assister à une réunion, un concert, un simple café. C'est trop pour toi, maman. On ne veut pas que tu te surmènes, grand-mère. Il ne s'agissait pas de mon bien-être. Il s'agissait de me contrôler. De me rendre petite, gérable, dépendante. Le café était devenu mon refuge. Le cliquetis des assiettes, l'odeur de l'expresso, le doux murmure des conversations. Je trouvais du réconfort dans le quotidien, dans le rythme des jours. Et dans le regard des autres. Il y avait Jean-Pierre. Un habitué. Un veuf discret, son visage était la carte d'une douce tristesse. Il commandait toujours la même chose, un café noir serré, un croissant. Il m'observait, le regard doux, posé. Au début, nous ne parlions pas beaucoup. Juste de petits hochements de tête, un regard échangé par-dessus le bord d'une tasse de thé. Mais sa présence était une chaleur, une reconnaissance silencieuse. Il me voyait. Non pas la vieille femme abandonnée, mais la femme en dessous. Le silence en moi, celui que j'avais porté si longtemps, commença à se fissurer. Une fine fracture d'abord, puis s'élargissant, laissant passer des éclats de lumière. C'était un silence né de la peur. La peur d'être un fardeau. La peur d'être rejeté. La peur de confirmer leur récit, que j'étais fragile, difficile, indigne d'amour. Mais à Portland, dans ma petite chambre, à frotter les taches de café, à écouter les histoires endiablées d'Agnès et à regarder Jean-Pierre siroter son café, la peur commença à s'estomper. Elle fut remplacée par quelque chose de plus fort, de résolu. La colère. Une colère lente et juste qui s'est enroulée dans mes entrailles, me donnant de la force. J'ai commencé à écrire. De petites notes, des observations, des poèmes sur des bouts de papier. Des mots que je n'avais pas osé prononcer, même à moi-même. Des mots qui décrivaient le nœud dans mon estomac, le froid dans mes os, le cri silencieux qui vivait en moi depuis des années. Ce n'était pas joli. C'était brut. C'était moi. Les murmures se sont transformés en rugissements. La gentillesse, une plaisanterie cruelle. Ils m'ont laissé là, une plume au vent, mais j'ai trouvé mon propre courant. J'ai trouvé mes propres ailes. Le processus était lent, laborieux. Comme arracher des épines de mon cœur. Chaque mot, un minuscule acte de défi. Chaque ligne, une revendication. Je ne savais pas ce que je faisais, seulement que je devais le faire. Ce confessionnal, cette effusion silencieuse, est devenu ma bouée de sauvetage. Une façon de donner une voix au non-dit, de faire surgir les ombres. Le calme n'a pas duré éternellement. Le passé a le don de vous retrouver, même de l'autre côté de l'océan. Une lettre est arrivée. Épaisse, formelle. L'en-tête était celui d'un cabinet d'avocats parisiens. Antoine et Sophie. Ils étaient inquiets. Inquiets de ma localisation. Inquiets de ma santé. Inquiets, je le savais, de leur image, de leur récit. J'ai scruté l'écriture élégante, l'en-tête en relief. J'avais l'impression qu'un fantôme surgissait de mon passé, essayant de me ramener dans la cage confortable qu'ils avaient construite pour moi. J'ai froissé la lettre et l'ai jetée à la poubelle. C'était bon. Libérateur. Puis sont arrivés les messages. Les interminables messages vocaux suppliants d'Antoine. Les courriels soigneusement rédigés de Sophie, remplis de sentiments de culpabilité voilée. Maman, on est tellement inquiet. S'il te plaît, dis-nous juste que tu vas bien. Tu nous manques. Grand-mère, la famille est dévastée. Comment as-tu pu faire ça? Comment ai-je pu faire ça? L'ironie me laissait un goût amer. Ils ne voulaient pas savoir si j'étais en sécurité. Ils voulaient savoir si j'étais de nouveau sous leur contrôle. Si j'étais prête à reprendre mon rôle de grand-mère silencieuse et obligeante. Je les ai tous ignorés. Le silence était mon bouclier maintenant. Mon arme. Mais ensuite, un autre message. Un texto, hésitant, soigneusement formulé. Grand-mère? C'est Louis. Tu vas bien? Je suis inquiète. Je viens à Portland. Louis. Mon petit-fils. Le seul qui m'ait jamais vraiment vu, même enfant. Il était différent. Un artiste, un rêveur, quelqu'un qui voyait au-delà des apparences.
Je l'ai aperçu luttant contre les attentes étouffantes de ses parents, leur réalité soigneusement construite. Il était le seul fil conducteur d'un lien authentique dans un tissu de mensonges polis. Mon cœur se serrait. Louis. Pouvais-je lui faire confiance? Pouvais-je risquer de l'entraîner dans les ruines de ma famille? Mais je savais, au fond de moi, que Louis n'était pas eux. J'ai répondu. Un seul mot. Oui. Il est arrivé une semaine plus tard. Maigre, pâle, les yeux écarquillés par un mélange de peur et de détermination. Il ressemblait tellement à Jean-Luc à cet âge. Cela me serrait le cœur. Nous étions assis dans ma petite chambre, l'odeur de la pluie s'infiltrant par la fenêtre ouverte. Il a parlé, d'abord d'une voix hésitante, puis un torrent de paroles. Comment Antoine et Sophie avaient inventé une histoire sur ma maladie soudaine, ma confusion. Comment ils avaient balayé ses questions, sa sincère inquiétude. Il avait senti le mensonge. Il l'avait toujours senti. On disait que tu avais fait une dépression nerveuse, grand-mère, murmura-t-il, la voix chargée d'émotion. Que tu avais besoin d'être protégée. Je le regardais sincèrement. Le jeune homme qui refusait d'être aveugle. Et à cet instant, le barrage s'est rompu. Je lui ai tout raconté. L'aéroport. Les années de contrôle subtil. Le sentiment d'être effacé. Je n'ai pas édulcoré. Je n'ai pas adouci les angles. J'ai mis à nu la vérité crue et laide. Louis écoutait, le visage marqué par le choc, puis par la colère. Des larmes coulaient sur son visage. J'ai toujours senti que quelque chose n'allait pas, murmura-t-il. C'est juste que je ne savais pas à quel point c'était profond. Sa douleur était le miroir de la mienne. Mais en la partageant, le fardeau s'est allégé. Ce n'était plus seulement mon histoire. C'était notre histoire. Un témoignage du pouvoir corrosif du silence et de la force libératrice de la vérité. Il quitta Portland quelques jours plus tard, transformé. Je ne lui demandais pas ce qu'il ferait, ni ce qu'il dirait à ses parents. Tel était son cheminement. Mon cheminement consistait à dire ma vérité, non à leur dicter la leur. Puis vint l'ultime confrontation. Antoine et Sophie. Ils arrivèrent à l'improviste, au café, un après-midi pluvieux. Sophie, impeccablement vêtue, le visage masqué par une inquiétude éprouvée. Antoine, son habituelle fanfaronnade remplacée par une humilité forcée. « Maman » commença Antoine d'une voix étonnamment douce. Nous étions si inquiets. Je les regardais. Je les regardais vraiment, pour la première fois de ma vie, sans le voile de l'attente, sans le besoin de leur approbation. Ils semblaient plus petits que dans mes souvenirs. Presque fragiles. « Tu m'as quitté » dis-je d'une voix calme, inébranlable. Ces mots n'étaient pas une accusation. C'était un fait simple, sans phare. Le visage de Sophie s'empourpra. Ne sois pas ridicule, grand-mère. On revenait. Il y a eu un malentendu avec les billets. Un retard. 8 heures, dis-je, les yeux fixés sur les siens. 8 heures, ce n'est pas un retard. C'est une décision. Antoine se déplaça, mal à l'aise. Maman, ça ne te ressemble pas. D'habitude, tu es si compréhensive. Je l'étais, répondis-je. J'étais bien des choses que tu voulais que je sois. Mais je ne suis plus tout ça. Je sentis une force tranquille monter en moi. Une force qui n'avait pas besoin de crier pour être entendue. Je n'étais plus la femme effrayée et muette. J'étais la femme qui s'était éloignée de leurs mensonges soigneusement construits. J'ai trouvé ma propre voie, continue-je, le regard fixe. Une voie que tu n'as pas choisie pour moi. Une voie où je suis vue. Où je suis valorisée. Où je suis libre. Ils n'avaient rien à dire. Leurs répliques soigneusement répétées s'étaient brisées contre le mur de ma vérité. Ils restèrent là, vaincus, leur fausse gentillesse dépouillée, révélant le vide en dessous. Je me suis simplement retourné et je suis parti, retournant au brouhaha du café, au réconfort de la présence silencieuse de Jean-Pierre, à la chaleur authentique du rire d'Agnès. Je les ai laissés là, à la dérive dans leur propre tromperie. L'acte final de ma libération est venu sous la forme d'une lettre. Pas à eux, pas directement. Mais à moi-même. Une rupture claire et décisive. Je l'ai écrite à ma petite table, la pluie tapant doucement contre la vitre. Cher Antoine et Sophie, ceci n'est ni une lettre de colère ni une lettre de reproche.
C'est une lettre d'adieu. Vous m'avez créé une vie qui n'était pas la mienne. Vous avez pris ma voix, mes choix, mon moi profond, sous couvert d'attention. Vous m'avez abandonné dans un salon d'aéroport alors que vous me quittiez depuis des années. J'ai trouvé une nouvelle vie. Une vie que j'ai moi-même créée. Elle n'est ni grandiose, ni luxueuse. Mais elle est réelle. Elle est remplie d'une joie paisible, d'une connexion authentique, de la paix que procure le fait de se choisir enfin. Je vous souhaite bonne chance. Je vous le souhaite sincèrement. Mais mon cheminement est désormais séparé du vôtre. Je ne ressens aucune amertume, seulement la profonde certitude que c'est ici que je suis censé être. Adieu. Sincèrement, votre mère, votre grand-mère, surtout, une femme qui s'est enfin choisie. Je ne l'ai pas envoyée. Pas à eux. Je l'ai plié soigneusement et je l'ai placé dans une petite boîte en bois, avec le premier poème que j'avais écrit à Portland. C'était un témoignage de mon cheminement. Une promesse que je me faisais. La pluie de Portland tombe toujours. Douce, persistante. Je travaille toujours au café, mes mains trouvant du réconfort dans les routines simples. Jean-Pierre et moi partageons un café et des conversations tranquilles. Agnès emplit toujours ma petite chambre de sa présence bruyante. Je m'assois parfois près de ma fenêtre, regardant la pluie, écoutant le doux bourdonnement de la ville. Les pièces vides de mon passé résonnent encore, mais elles ne me consument plus. Ce ne sont que des pièces. Et je ne suis plus prisonnière de leurs murs. J'apprends à cuisiner maintenant. De simples gâteaux, parfumés à la cannelle et aux pommes. Leur parfum emplit ma petite chambre, une présence douce et réconfortante. Une petite scène domestique douce. Un témoignage de guérison, non pas par le pardon de ceux qui m'ont fait du mal, mais par la liberté que j'ai trouvée en moi. Je ne suis pas la grand-mère oubliée. Je ne suis pas la victime silencieuse. Je suis une femme, forte de 77 ans de vie, et d'une force tranquille et féroce qui n'a véritablement fleuri que lorsque j'ai été laissée seule. Je suis là, maintenant. Et je suis enfin, vraiment, libre. Le voyage n'est pas terminé. Ça n'est jamais le cas. Mais les chaînes les plus lourdes ont été abandonnées. Et à leur place, il n'y a que la paix et le battement doux et régulier de mon propre cœur. Un cœur qui s'est choisi lui-même.